Et donc, je donne la parole à Georges Goncharov pour nous donner son témoignage. Oui, alors peut-être d'abord, bonjour à tout le monde, 2 mots de présentation pour ceux qui ne se souviendraient pas de moi. Je suis membre du PSU de l'origine. À 1971, je démissionne du PSU après le traumatisme qu'a été pour moi le congrès de Lille. Je viens indirectement de la Jeune République, petite formation qui s'était fondue dans l'UGS, c'est-à-dire d'un courant chrétien fort ancien, le Sillon, Marc Sangnier et compagnie. J'ai été dès le début secrétaire de la grosse fédération, à un moment la plus grosse fédération du parti, celle de Seine-Banlieue, quand on a réussi à détacher difficilement les sections des 3 départements de la première couronne de la Fédération de Paris, bataille mémorable avec Mireille Haussmann. J'ai été membre du bureau national, de la direction politique nationale à partir de 1964 et membre du bureau national avec Michel Rocard de 1967 à 1971. Je commencerai, comme beaucoup d'autres avant moi, par une précaution oratoire. Je ne suis pas universitaire, je ne suis pas historien, mais géographe. Et donc, mon témoignage n'aura pas de caractère scientifique, mais subjectif, comme on me l'a demandé d'ailleurs. De plus, je n'ai pas peur de transgresser l'axe de la journée et sa chronologie, dans la mesure où je n'ai pas tellement l'intention de parler de Michel Rocard à l'intérieur du PSU, mais de Michel Rocard à l'extérieur du PSU. J'ai rencontré Michel Rocard à l'Association pour la démocratie locale, l'éducation locale et sociale, l'ADES, fondée l'année d'avant du PSU, et dont il a été l'un des premiers présidents. Et là, avec Michel Rocard, s'est développée toute une doctrine porteuse d'avenir sur l'action locale. L'action locale et municipale, selon la formule de Michel Rocard, prémonitoire elle aussi de l'esprit de la décentralisation. Faire du citoyen passif d'une commune sous tutelle, le citoyen actif d'une commune émancipée et responsable. On a déjà tout le germe de la décentralisation et des lois auxquelles il participera quand la gauche arrivera au pouvoir. On y développait ce qu'on appellerait aujourd'hui les rudiments, les balbutiements de la démocratie participative. Rocard insistait beaucoup sur les conseils municipaux ouverts, les commissions mixtes extra-municipales, les comptes rendus de mandat et d'autres mécanismes qui aujourd'hui nous semblent extrêmement banaux, mais qui à l'époque étaient tout à fait révolutionnaires. Quand on pense au fonctionnement des communes communistes ou des communes de la SFIO. Donc là, il y avait en germe toute une lignée d'action, municipale qui, transposée à l'intérieur du PSU, vont donner un véritable courant interne qui coïncide seulement en partie avec le courant chrétien. Rocard se désolait aussi à l'intérieur de l'ADES sur le sous-emploi des élus municipaux. Il disait souvent, il y a là 500 000 bénévoles élus dans leur commune, sous-employés, qui constituent pour le renouveau de la France, pour l'animation du pays, pour l'encadrement de la population par la vie associative, qui constituent une formidable force sous-employée, et il faudra prendre toutes les mesures nécessaires pour libérer l'énergie de cette population. C'est encore la décentralisation qui pointe.
je dirais, l'ADELS, poussé par Michel Rocard, a particulièrement travaillé sur les problèmes de planification, d'urbanisme, de logement. Il avait beaucoup de copains parmi les fonctionnaires du ministère de l'urbanisme, le ministère de l'équipement. Le ministère a changé plusieurs fois de nom. Et là, toute une autre doctrine s'est développée autour de la fonction du logement social, y compris dans sa conception architecturale. Je me souviens d'une séance que nous avions avec Paul-Henri Chambardelot sur les leçons à tirer de la sociologie urbaine comportementaliste pour concevoir un logement pour les classes populaires et concevoir un habitat qui ne soit pas les bars et les tours que l'on construisait à l'époque. On a beaucoup travaillé aussi avec Rocard sur le financement du logement social. Et en germe, il y avait déjà là l'idée de mettre une aide à la personne à côté de l'aide à la pierre, donc le germe de l'APL, de permettre aux couches populaires d'accéder à la propriété avec des prêts adaptés à leurs possibilités financières. Bref, toute une doctrine qui s'est mise en œuvre, y compris au temps du général de Gaulle. Et quand on a dit tout à l'heure l'ambiguïté de Rocard par rapport à de Gaulle, je crois qu'il était pleinement, comme nous tous, opposé au de Gaulle début de son pouvoir et guerre d'Algérie. Mais quand cette question a été réglée, il était assez admiratif, je pourrais en donner bien des témoignages, vis-à-vis du de Gaulle planificateur, du de Gaulle aménageur du territoire, du de Gaulle du commissariat au plan, de la DATAR, des premiers rudiments d'un pouvoir régional. Ça, ce n'était pas pour déplaire à Rocard. Haut fonctionnaire, planificateur, rationalisateur de l'action publique. Ça aboutit à une autre racine dans laquelle Rocard est situé, celle de la politique de la ville. On a créé à plusieurs, avec Rocard, Jean-Pierre Duport, Jean-Pierre Worms et d'autres, Jean-Michel Bélanger, etc., on a créé le club Habitat et Vie Sociale, qui a fini, après des études de terrain, à arracher au gouvernement une procédure en 1977. Habitat et Vie Sociale est la première réhabilitation des grands ensembles. C'est pas rien par rapport à l'histoire générale du pays. Ça dépasse de beaucoup l'action interne au PSU. Ça constitue pour Rocard un premier réseau. On a dit au moment où il devient secrétaire national qu'il y avait une certaine faiblesse dans la connaissance et l'appui de la base du parti. Il avait des appuis parallèles à l'intérieur et à l'extérieur. Il a d'ailleurs assez fréquemment fait jouer l'extérieur contre l'intérieur quand il rencontrait des difficultés. C'est un véritable réseau qui s'est créé et qui a pris une forme particulière au moment de la création, autre phénomène que j'évoque et que Rocard a beaucoup aidé, qui est celui des GAM, des groupes d'action municipaux. Avec son ami Robert de Caumont, disparu l'été dernier, et le triomphe qu'a été la victoire de Dubedou à Grenoble. Enfin, toutes ces idées que nous avions mijotées à l'ADELS ou ailleurs sur une nouvelle gestion municipale, nous avions enfin une ville dynamique, une ville importante, qui allait pouvoir devenir le laboratoire expérimental de ces idées qui n'étaient jusqu'alors qu'intellectuelles. On se moquait de nous d'ailleurs souvent, sur le caractère utopique d'une autre gestion locale. Et Grenoble a démontré que c'était possible.
Et Grenoble a fait des petits, des ambitieux de devenir des petits Grenoble à travers toute la France. Ils se sont présentés aux élections, ils ont rarement été élus parce que probablement c'était trop tôt. Mais là aussi, un réseau s'est constitué. Le réseau de ce que Rocard appellera plus tard, en 1971, le réseau des colonels de province. Hein? Bon, j'évoque là, comme ça, rapidement, ce n'est pas une liste exhaustive, hein, tous ceux qui ont constitué ce réseau, à savoir Michel de la Fournière à Orléans, François Borella à Nancy, Alexandre Montariol à Toulouse, Jacques Auxiel à La Roche-sur-Yon, les Grenoblois bien sûr, Pierre Bourguignon dans l'agglomération rouennaise, etc., etc. Donc Rocard n'était pas sans munitions au moment où il devient secrétaire national. Il avait un autre réseau sur lequel je vais plus vite parce qu'on l'a déjà évoqué. C'est le réseau de la formation. Comme secrétaire de la Fédération de Seine-Banlieue, j'ai beaucoup utilisé les outils bâtis par Rocard et quelques autres autour de la formation interne nationale du PSU. J'ai organisé avec lui dans ma fédération des stages, des séminaires, des rencontres, etc. Et j'ai découvert un autre Rocard dont on a peu parlé jusqu'à présent, qui est le Rocard intellectuellement élevé, le Rocard pas toujours facile à comprendre, le Rocard haut fonctionnaire, capable de devenir un pédagogue efficace pour les enfants du peuple. Là, il était capable d'expliquer simplement des choses complexes. Et il amassait autour de lui toute une série d'universitaires, de chercheurs, de hauts fonctionnaires qu'il entraînait dans ses stages, hauts fonctionnaires, comme on le disait tout à l'heure, qui dans la journée servaient l'État et dans les soirées de formation formaient les enfants du peuple à abattre l'État. Donc ça aussi, c'est un réseau. Et je ne reviendrai pas sur tout ce qu'a dit tout à l'heure Jean-François. Il est évident qu'au moment où la succession de Depreux se pose, c'est une très grande préoccupation pour Depreux. Depreux était vraiment rongé par l'idée de qu'est-ce qui va se passer dans le PSU quand je serai parti de la responsabilité nationale. Moi, j'avais la chance d'être un de ses chouchous. Depreux s'ennuyait pas mal dans son bureau. Et quand il voyait des jeunes passer dans le couloir, Philippot l'a évoqué tout à l'heure, il disait « Allez Georges, viens par ici, viens un peu parler avec moi. Tu as bien 10 minutes avant que le bureau commence. Viens discuter avec moi. » Et je pourrais témoigner longuement de la manière dont il était très préoccupé par sa succession. Orgon, il tenait, disons les choses comme ça, c'est comme ça que ça se dit, il tenait l'appareil du parti. Mais l'appareil traditionnel d'un parti. La pyramide hiérarchique des secrétaires fédéraux, des secrétaires de section, qui font des voix au Congrès. Orgon, il pouvait vous dire, la fédération de la Lozère, voilà, c'est tant de mandats, il y en aura tant qui tomberont sur la motion A et tant qui tomberont sur la motion B. Et puis, il avait une connaissance inouïe et un amour de la magouille que représentait tout ce jeu des tendances, des voix qui changeaient à la dernière minute, de un tel à qui il fallait promettre quelque chose pour que ces voix basculent du bon côté. C'était une manière de faire de la politique que nous, issus du courant chrétien, on n'aimait pas beaucoup parce qu'on avait un idéalisme éthique probablement exagéré. Martinez s'imposait intellectuellement. Martinez s'imposait, on dirait aujourd'hui, médiatiquement. Il surpassait tout le monde, y compris Rocard, par son verbe. On a lu tout à l'heure
quelques passages de ses écrits. Quelle langue, quel style! C'était merveilleux d'entendre Rocard parler à la tribune. Martinet à la tribune. Rocard, c'était plus dur à suivre. Hein? Il n'avait pas l'éloquence extraordinaire de Martinet. Donc, il y avait des handicaps, c'est vrai, pour que Rocard devienne... Et le secrétaire national, et Jean-François a longuement expliqué les raisons pour lesquelles il était quand même devenu, en remontant tous ces handicaps et en s'appuyant sur les propres réseaux qu'il avait constitués à travers l'action locale et à travers la formation. Je dirais que dans son bureau, c'est pas par hasard qu'il m'a choisi pour être responsable des rares élus municipaux du PSU, de tous ceux qui souhaitaient, ils étaient nombreux, devenir un jour élu local du PSU, donc des campagnes électorales municipales et de l'action locale que rapidement on a appelée action cadre de vie ou lutte urbaine. Bon. Comme j'étais politiquement peu sûr pour une partie des camarades du PSU, Gontcharov ce droitier, que je n'avais pas de formation marxiste, mais chrétienne, affichée, revendiquée. On m'a doublé. Rocard a admis. Oh Georges, écoute, c'est toi qui feras le boulot, mais il y aura quelqu'un derrière toi qui te surveillera un peu pour que la gauche du parti soit rassurée. C'est comme ça que j'ai été doublé par Jean-Marie Vincent, qui assurait un peu plus de sécurité idéologique que moi. Mais enfin, ça a été des moments passionnants. Mais je pourrais raconter longuement, mais ce n'est pas dans notre séquence, et je termine, les difficultés des élections municipales de 1971. L'investiture du PSU aux camarades de Grenoble, arrachée après 2 heures de discussion à 1 voix près à la direction nationale. L'investiture du PSU de Saint-Brieuc, arrachée après une bataille interne terrible, tellement la poussée gauchiste était forte à l'intérieur du PSU. Élection Pierre-Jacon, élu municipal égale social traître. J'ai vécu tous ces avanies. Mais j'en suis encore heureux aujourd'hui, y compris des avanies. Parce que, comme dit Charles Péguy, c'était notre jeunesse.